Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Sour, je suis ergothérapeute en libéral, spécialisée dans l'accompagnement des personnes porteuses d'autisme et je suis également formatrice chez EDI Formation. Il est encore assez rare de voir des ergothérapeutes dans les établissements, les structures qui accueillent ce public-là et du coup il m'a semblé intéressant de vous faire une petite pastille sur qu'est-ce que l'ergothérapie et comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes porteuses d'un TSA au quotidien. Alors, tout d'abord, l'ergothérapie, c'est une profession paramédicale qui est reconnue par l'État par un diplôme d'État d'ergothérapeute. À l'international, on nous appelle les occupational therapists, on est des spécialistes de l'occupation. Alors, on cherche à maintenir, à restaurer, à permettre en tout cas l'activité de manière sécurisée, autonome et efficace. Et du coup, on cherche à comprendre et à agir sur les situations de handicap que les personnes rencontrent au quotidien pour qu'elles puissent réaliser leurs occupations, c'est-à-dire les activités qu'elles veulent, qu'elles doivent ou qu'elles devraient faire et qu'elles n'arrivent pas à réaliser ou en tout cas qui ne sont pas suffisamment satisfaisantes. Notre priorité, c'est donc de faciliter la participation de la personne dans la société et pour cela, nous axons notre démarche en 3 temps. Une première évaluation, un accompagnement et une réévaluation. Et nous avons à notre disposition un certain nombre d'outils pour mener l'accompagnement, notamment des conseils en aide technique, des actions de rééducation, de l'éducation thérapeutique, des aménagements de l'environnement, de l'espace, etc., etc. Nous partons en effet du principe que les occupations et leur réalisation pleine et entière, qui sont réalisées vraiment de façon satisfaisante, vont améliorer nettement la qualité de vie de la personne et permettre son épanouissement. Ces occupations, donc c'est pour nous un besoin fondamental et c'est pour ça qu'on a besoin de les faire acquérir ou de les restaurer. On classe les occupations en 3 domaines. Donc on a le domaine des soins personnels, donc qui va consister à tout ce qui sert à prendre soin de soi, les soins d'hygiène, la toilette, l'habillage, les repas, la communication. On a également le domaine de la productivité, donc là c'est plus le rôle qu'on peut avoir dans la société, donc ça va concerner tout ce qui se trouve à l'école, au travail, et puis on va avoir le domaine des loisirs également. Alors, quand un ergothérapeute accompagne une personne TSA, il travaille jamais tout seul. On va énormément s'appuyer sur les partenaires, la famille, les personnes proches pour arriver à cerner vraiment les conditions environnementales, les difficultés d'action de la personne TSA. Et puis, on s'appuie aussi sur tous les collaborateurs, partenaires du soin, de l'éducation nationale, au travail, dans les loisirs, etc. Et on intervient sous prescription médicale. Alors le but du bilan d'ergothérapie, ça va être de chercher à identifier les problèmes occupationnels prioritaires de la personne, si possible avec elle directement, puis sinon avec la famille. Donc par exemple, quand un enfant me consulte, je vais lui proposer directement un certain nombre de cartes qui vont représenter les occupations dans les 3 domaines que je viens de vous citer. Et puis on va les classer entre ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire et surtout ce qu'il aimerait être capable de faire. Et donc c'est ces dernières cartes qu'on va retenir, ce qui vont nous servir après à creuser un petit peu le contexte, pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas, pourquoi est-ce qu'il a des restrictions dans ce domaine-là. Donc les cartes, ça peut être se brosser les dents, mettre ses bijoux, faire du vélo, se moucher, etc. etc. Pour les personnes qui n'ont pas la capacité de s'exprimer même avec des supports visuels, là je vais m'appuyer sur les observations familiales et les difficultés qu'elles rencontrent, en décortiquant vraiment du matin jusqu'au soir, entre le moment où la personne se réveille jusqu'au moment où elle se couche, toutes les perturbations qu'il peut y avoir et qui ne permettent pas à cette personne d'avoir accès à de l'autonomie. Et puis du coup, à partir de là, je vais croiser avec des évaluations normées qui vont me permettre d'axer mon intervention par la suite.
Alors ces bilans normés, justement, ça fait partie de l'évaluation de base. On commence par un bilan sensoriel qui va nous permettre de dresser un petit peu le profil de la personne. On sait que les personnes TSA ont des particularités sensorielles qui peuvent du coup perturber leurs activités au quotidien. Donc on va vraiment réfléchir à est-ce qu'elle est en situation d'évitement, est-ce qu'au contraire elle a tendance à rechercher la stimulation au point que ça puisse perturber ses activités de vie quotidienne, est-ce que le sensoriel vient augmenter son niveau d'éveil, c'est-à-dire vient l'agiter, est-ce qu'au contraire le sensoriel la rend apathique ou déconcentrée et ne lui permet pas d'agir efficacement dans la tâche qu'elle réalise. Voilà, on va vraiment décortiquer dans tous les domaines, le tactile, l'olfactif, le gustatif, le vestibulaire, le proprioceptif, etc. Pour arriver à bien cerner ce qui va relever le domaine des points forts et puis des points plus faibles pour ensuite réajuster ces activités qui posent problème. Alors ensuite, j'ai un volet du bilan qui consiste à évaluer les capacités perceptives de la personne TSA. On sait qu'elles ont également des particularités dans ce domaine-là, donc je vais chercher à me faire une idée de sa capacité à observer, à balayer l'espace global, à identifier, reconnaître des images plus ou moins complexes, des couleurs, des formes, etc. Je vais du coup pouvoir retirer des informations sur comment le temps qu'elle va prendre pour observer dans des situations réelles, s'il va y avoir un long temps de latence et quel temps il faut lui laisser, et puis également quel type de support visuel on peut lui proposer, notamment pour accéder à la communication en fonction de ses capacités de discrimination. Une autre partie encore du bilan concerne tout ce qui a trait au sensorimoteur, donc des épreuves de motricité globale, comment est-ce qu'on coordonne les deux mains, comment est-ce qu'on lance, on rattrape, etc. Des épreuves de motricité fine et de dextérité, donc tout ce qui est préhension, comment est-ce qu'on dirige le geste, est-ce qu'il est suffisamment rapide et efficace, est-ce qu'il y a des tremblements, etc. Donc comment est-ce que la personne vraiment va utiliser son cerveau pour donner l'information à ses muscles de réaliser la tâche gestuelle. On va avoir aussi toute une étape d'évaluation des praxies, donc avec instruments dans la main, avec imitation de position de doigts pour essayer de comprendre quels peuvent être les perturbateurs à ces niveaux-là. On sait que les troubles moteurs sont quand même fréquemment associés dans le diagnostic de l'autisme et du coup souvent on repère soit des lenteurs, soit des anomalies qualitatives qui vont venir entraver les activités au quotidien. Donc toutes ces évaluations elles vont nous permettre d'élaborer le diagnostic ergothérapique où on va vraiment pouvoir croiser les performances et les restrictions de la personne au quotidien et donc mesurer l'impact de l'autisme dans ses occupations au quotidien. Donc encore une fois, dans ses soins personnels, dans son travail, ses relations sociales, son comportement, tout ce qui fait qu'elle agit au quotidien. En général, les personnes arrivent pour connaître plutôt l'aspect pathologique, c'est-à-dire quel est mon profil sensoriel, est-ce que j'ai des troubles du geste, etc. Et repartent du bilan avec une liste de 4 ou 5 occupations qui ont été creusées, réfléchies et qui vont être nos objectifs pour l'accompagnement en ergothérapie. Donc ça va être, pour vous donner des exemples, ça peut être capable de fermer lacets, être capable de sortir la poubelle dehors, être capable de mettre la tête sous l'eau quand je prends ma douche, ou de mettre la bonne quantité de shampoing dans sa main quand on veut faire un shampoing. Voilà, c'est vraiment des choses extrêmement précises, contextualisées, qui vont faire notre programme d'accompagnement pour la suite. Alors justement, comment est-ce qu'on procède ensuite pour l'accompagnement ? Alors l'accompagnement, il se croise par deux aspects. On va travailler et en top-down, c'est-à-dire on va partir de l'activité qui pose problème, la décortiquer, l'analyser finement
et trouver des solutions dans les différents aspects qui sont des points d'échec. Et puis on va avoir tout l'aspect bottom-up, c'est-à-dire qu'on va partir du bas, donc du patho-centré. J'ai vu qu'il y avait des difficultés de perception visuelle à tel endroit, j'ai vu qu'il y avait un problème de préhension instrumentale, et ben je vais entraîner la fonction jusqu'à ce que la personne maîtrise le geste ou maîtrise la direction de son regard, etc. Donc là on est plus dans l'aspect rééducatif. Alors je vais commencer par vous décortiquer un petit peu l'approche top-down, qui est la principale approche quand même de notre travail, en prenant l'exemple d'être capable de couper sa viande. Alors on sait que les personnes TSA, elles ont des troubles exécutifs qui vont venir perturber la programmation, l'organisation des gestes et puis le contrôle, le rétro-contrôle de l'impact que le geste va avoir sur l'environnement, mais aussi des troubles perceptifs, des troubles sensoriels qui peuvent venir gêner l'appréhension, qui peuvent venir créer des évitements de situation, notamment là sur cette activité cuisine. Donc je vais observer lors d'une mise en situation comment la personne elle est installée à table, comment elle utilise la fourchette, le couteau, comment elle positionne ses doigts, est-ce que c'est bien orienté, est-ce qu'elle a une force de préhension, qu'elle dirige suffisamment bien, est-ce que le mouvement qu'elle fait déstabilise l'assiette, est-ce que l'assiette elle est suffisamment contrastée pour qu'elle voit bien ce qu'il y a dans son assiette, est-ce que l'odeur qui se dégage du steak est tellement insupportable que ça vient couper l'activité, est-ce que finalement à chaque fois qu'elle doit couper, ce sont des repas où il y a du monde et où du coup elle doit porter son attention sur la conversation, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à être en double tâche. Est-ce qu'elle bloque sur un détail envahissant, etc., etc. Donc une fois l'analyse d'activité réalisée, je vais vraiment reprendre point d'échec par point d'échec et trouver des solutions pour réorganiser le geste, limiter les afférences sensorielles, développer les capacités à enchaîner seul et aussi. Donc par exemple, je peux proposer de clarifier visuellement la position des doigts en positionnant des gommettes à l'endroit où elle doit tenir sa fourchette et son couteau. Ça peut être un autre indice visuel, ça peut être un support visuel qui va décomposer la succession de la tâche. Donc en 1, je pique avec ma fourchette, en 2, j'avance le couteau, en 3, je recule le couteau, etc. pour que vraiment elle arrive à s'imprégner de l'enchaînement de la tâche. Je peux également adapter l'environnement sensoriel, alors soit lui proposer de faire un repas avec des bouchons d'oreilles ou en mettant une petite goutte d'huile essentielle sous le nez pour que ça masque un petit peu les odeurs et du coup que ça vienne pas perturber l'action. Je peux également proposer une assise adaptée si c'est ça le problème et que du coup on a un souci de coordination des deux mains parce que le tronc est pas suffisamment stabilisé. Ça peut être une couverture lestée sur les genoux qui va aider à ce qu'elle se concentre davantage si elle a des troubles de proprioception par exemple. Voilà, j'ai tout un tas d'outils dans ma sacoche que je vais pouvoir tester, utiliser, proposer jusqu'à ce que ça puisse convenir et que ça soit satisfaisant pour la personne. Alors voilà, une fois que le geste a été saisi, que l'environnement visuel il est clarifié, que les repères sont identifiés, que la séquence de l'enchaînement elle est maîtrisée en autonomie, que tous les obstacles, tous les imprévus ont été anticipés, ont été travaillés, il va être indispensable d'aller vérifier si la tâche elle peut se généraliser un peu partout, dans différents contextes. Et c'est là qu'on va un petit peu transmettre le relais aux partenaires, à la famille, aux éducateurs, aux accompagnants divers et variés qui vont reproduire ce qu'on a pu travailler en séance de rééducation pour être sûr que la personne peut maintenant se débrouiller dans la tâche qu'elle nous avait demandé de travailler. En séance, il peut être vraiment opportun d'ajouter des situations sabotées pour travailler vraiment sur la flexibilité de la personne et sa capacité d'adaptation rapide. On va vraiment essayer d'augmenter cette compétence-là qui est en général compliquée pour eux s'ils n'ont pas tout le schéma déjà en tête.
J'utilise évidemment pour tout ça les outils que nous recommande la Haute Autorité de Santé, qui ont été déjà détaillés par mes collègues dans d'autres vidéos, mais bien sûr que je vais solliciter la motivation de la personne, son attention, sa compréhension, pour qu'elle puisse vraiment prendre plaisir à faire l'activité avec moi et apprendre des nouvelles compétences. J'ai peu abordé l'aspect rééducatif, donc le volet bottom-up dont je vous parlais, mais évidemment que je vais travailler également à partir de jeux, d'activités, sur les gestes, sur le repérage, sur la prise d'instruments, sur l'écriture quand c'est ce qui est demandé, avec tout un tas d'exercices d'entraînement progressifs qui sont adaptés au niveau de développement et au niveau aux capacités de la personne, et c'est vraiment le croisement des deux méthodes qui fait qu'on va être efficace dans ce qu'on peut proposer pour augmenter les performances occupationnelles de la personne. Voilà, je vous livre ici vraiment un petit aperçu du travail de l'ergothérapeute. Vous voyez qu'on peut partir de manière très large en fonction des attentes et des besoins de la personne. Mais j'espère quand même avoir pu vous donner une représentation un peu plus concrète de ce qu'on peut faire et du panel d'activités qui sont proposées. Je vous remercie vraiment de votre attention.